Pour faire face au dépérissement du vivant, j'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi qui tend à créer un cadre national pour la protection et la résilience des sols. Avant de l'évoquer, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Michaël Weber, notre rapporteur, ainsi que nos administrateurs pour la qualité de leur travail. La crise agricole de ces dernières semaines est venue quelque peu brouiller la perception de ce texte, pourtant bien accueilli au départ. Devant la saine colère des agriculteurs accablés par des prix de vente trop bas, le gouvernement a cédé à la panique. Nous assistons médusés à une débâcle écologique sans précédent. Ainsi, la mise en pause du plan Écophyto est un trophée dont pourra longtemps se targuer la FNSEA au mépris de toute réalité économique et écologique. En effet, la réduction des pesticides ne provoque pas la ruine des exploitations. Bien au contraire, c'est un gain de 200 € par hectare pour les agriculteurs libérés de leur dépendance à ces produits. Sans parler des effets bénéfiques pour leur santé, pour notre santé commune ainsi que celle des sols. La santé des sols doit nous préoccuper au plus haut point, car elle est la condition du vivant et l'origine du monde, selon l'expression même du professeur Marc-André Selosse. C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi qui vise non pas à alourdir les normes ou à stigmatiser une profession vitale au pays, mais à donner de nouveaux outils de gestion durable. Le constat des scientifiques est sans appel et localement, les agriculteurs savent très bien que la fertilité du sol est liée à sa qualité et à sa biodiversité. Je renverserai donc l'argument de mes détracteurs. La crise que nous connaissons est un moment tout à fait opportun pour porter la question des sols. Promouvoir les sols, c'est améliorer le rendement des terres et donc le revenu des agriculteurs, préserver leur outil de production et enfin tendre vers une agriculture intensive en écologie. Le but de ce texte est de créer une véritable stratégie nationale de promotion des sols vivants et de favoriser les passerelles entre le monde scientifique et le monde agricole et forestier. Car la France dispose d'un réseau de laboratoires et d'une expertise sans pareil en Europe, dont le législateur aurait tort de ne pas saisir l'opportunité. On me rétorquera encore que ce n'est pas le moment, car une directive européenne est en cours d'examen. Mes chers collègues, la directive sur les sols est à l'arrêt depuis 2005 et la nouvelle est en passe de subir le même sort. J'en veux pour preuve le vote de ce mardi de la Commission agricole du Parlement européen qui retire du projet de directive l'obligation pour les États de définir des pratiques de gestion durable des sols. Ainsi, la question n'est pas de sur- ou de pré-transposer, mais de sortir de l'expectative européenne, de préparer notre pays à la prise en compte des sols dans la transition écologique et surtout d'accompagner les artisans du sol dans une gestion durable de leur principal outil de travail. Face à l'inertie européenne, cette proposition de loi tombe donc à point nommé. Le système actuel conduit les agriculteurs et les écosystèmes dans le mur. Chaque année en France, les sols perdent en moyenne 1,5 tonnes de terre par hectare en raison du ruissellement des eaux et de l'érosion. Chaque seconde, c'est 26 mètres carrés de terres arables qui disparaissent en France, soit 82 000 hectares à l'année, l'équivalent de la ville de Paris. Nous perdons peu à peu les fonctions essentielles des sols, telles que leur rôle d'éponge naturelle et de filtration pour lutter contre les inondations, les crues et les sécheresses de plus en plus fréquentes, leur rôle en matière de lutte contre l'érosion afin de préserver les nutriments pour garantir la fertilité de nos bassins agricoles. Les sols sont aussi le plus grand réservoir de biodiversité de la planète puisqu'ils abritent près de 60% des espèces vivantes, sans oublier leur fonction majeure dans la séquestration du carbone. Notre souveraineté alimentaire est menacée. Sortir de ce cercle vicieux est donc une nécessité. Comment peut-on considérer que ce n'est pas le moment, alors que les aléas climatiques coûtent un pognon de dingue aux collectivités, alors que les scientifiques et toutes nos instances climatiques, dont le Haut Conseil pour le climat, clament l'urgence de se saisir des sols pour relever les défis environnementaux? Les auditions ont été limpides. Comment peut-on considérer que ce n'est pas le moment alors que tous les agriculteurs qui franchissent le pas de l'agroécologie retrouvent le sens de leur métier? Les agriculteurs nous le disent, la transition est possible grâce au sol, par la mise en place d'une agriculture de régénération. Mais circuler, il n'y a rien à voir. L'opposition de la majorité sénatoriale relève malheureusement plus de la posture dogmatique face à laquelle tout argument sera forcément dérisoire. À croire que nous préférons agir au pied du mur plutôt que de prévoir et planifier. En décembre dernier, je me remémore avec émotion, les membres de notre commission allaient réaliser des carottages dans le jardin du Luxembourg.
Je nous revois saluer les travaux de l'INRAE et trouver heureuse cette initiative parlementaire. Depuis, une consigne de la FNSEA est passée par là pour entraver l'adoption de ce texte. J'ose croire que le courage politique se mesure à notre capacité à penser l'intérêt général et aux générations futures, plutôt qu'à notre docilité vis-à-vis d'arguments éculés sur l'opposition des agricultures. Surtout lorsque la voie de la transition vers une agriculture intensive en écologie et en emploi nous est ouverte. Loin des fantasmes, que propose ce texte concrètement ? Il vise avant tout à structurer une politique publique qui n'existe pas, à savoir une politique dédiée au sol qui, en vertu des fonctions et des services qu'ils rendent naturellement, doivent être promus au même titre que l'eau ou que l'air. Trop longtemps délaissés, les sols vivants doivent devenir le socle de la stratégie d'adaptation au changement climatique. Ainsi, chers collègues, l'article 1er est un préalable symbolique qui vise à reconnaître la qualité des sols comme patrimoine commun de la nation et non seulement comme un simple adjuvant. Cette évolution du droit de l'environnement est la pierre angulaire pour la construction d'un véritable régime juridique à la protection des sols. L'article 2 va dans le même sens en précisant les fonctions et les services écosystémiques que nous avons évoqués. Il crée également une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols en s'appuyant sur un schéma national des données sur les sols. Nombre d'organismes publics analysent les sols, le GISOL, le BRGM, l'ADEME, l'INRAE. Il faut pouvoir donner une cohérence générale à tous ces acteurs. Nous proposons également la création d'un diagnostic sur l'état des sols lors de toute vente ou cession d'immeubles non bâtis dans le but d'apporter des informations utiles à l'acquéreur. L'ensemble du couvert pédologique de la forêt au cœur de ville sera donc concerné par ce diagnostic. L'idée d'un diagnostic des sols semble pourtant faire consensus. Le gouvernement lui-même l'a d'ailleurs proposé dans son avant-projet de loi agricole. Même notre collègue Laurent Duplomb le revendique dans sa dernière proposition de loi pour répondre à la crise agricole. Je ne comprends donc pas vraiment les motifs d'opposition de nos collègues de la majorité sénatoriale. Surtout que le secteur privé s'empare de ce sujet dans le cadre du reporting RSE obligatoire depuis janvier 2024 pour les entreprises cotées en bourse. Sans encadrement des diagnostics, nous nous dirigeons tout droit vers un chaos d'indicateurs non vérifiés, non corroborés par les scientifiques qui feront les choux gras des diagnostiqueurs peu scrupuleux. Cet article permettrait d'éviter cet écueil. L'article 3 prévoit en dernier lieu de créer une autorité administrative responsable de cette politique publique. Pour des raisons de recevabilité financière, notre amendement visant à confier ce rôle aux agences de l'eau est malheureusement tombé. Quoi qu'il en soit, ces organismes publics ont clairement manifesté leur souhait de compétences dans ce domaine. Nous partageons ce point de vue au regard de leur rôle en matière de financement des paiements pour services environnementaux. Rien n'empêchera l'autorité en charge de la stratégie nationale de travailler étroitement avec les agences de l'eau. Vous pouvez constater, mes chers collègues, que cette proposition de loi ne vient pas s'opposer à nos agriculteurs et encore moins opposer les agricultures. Elle offre de nouveaux outils publics de pilotage d'une ressource indispensable et oubliée par notre droit de l'environnement. Lorsque le gouvernement n'est pas au rendez-vous, le Sénat doit prendre le relais en assumant une parole forte, définie par le regretté Robert Badinter, être le phare qui éclaire les voies de l'avenir et non le miroir qui reflète les passions de l'opinion publique. Être à la hauteur de nos convictions et de nos responsabilités pour les générations futures, c'est promouvoir un développement durable. N'est-ce pas là l'ADN de notre commission éponyme ? Refuser cette proposition de loi, c'est faire perdre l'occasion à notre pays d'un leadership écologique pour la résilience des sols. Un sol en bonne santé, donc vivant, c'est la garantie sanitaire de tout l'environnement, de la nappe phréatique à l'air que nous respirons. Au regard de ces enjeux, vous l'aurez compris mes chers collègues, je vous invite à dépasser les mots d'ordre pour sortir de l'ornière et voter en responsabilité, voter pour le vivant. Nous sommes réunis afin d'examiner la proposition de loi visant à préserver les sols vivants déposée par notre collègue Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui vient de nous présenter l'esprit et les convictions qui l'ont animé en soumettant à vos suffrages l'initiative législative qui nous occupe ce matin. Mon propos sera le plus terre à terre pour vous montrer la nécessité d'en finir avec un droit hors sol. Chaque gramme de sol abrite entre 100 000 et 1 million d'espèces de bactéries. Un hectare de prairie abrite entre 2 et 4 millions de vers de terre. Je ne mentionnerai pas l'inconcevable diversité des nématodes, des collemboles, de bactéries et autres micro-organismes qui s'activent en permanence sous nos pieds. On a connu des causes plus séduisantes
et une biodiversité bénéficiant d'un capital sympathie plus marqué. Et pourtant, c'est de cette vie invisible et méconnue, mais essentielle par les services écosystémiques qu'elle nous rend, dont je vous parlerai d'un point de vue pragmatique et factuel, en vous laissant juge de l'importance que revêtent les sols. Le premier service qu'assurent les sols est irremplaçable et indépassable: nous nourrir. Les sols constituent l'outil de travail de nos agriculteurs auxquels je souhaite, comme vous tous, je le sais, rendre hommage aujourd'hui. Des sols vivants sont des sols de qualité, plus performants et résilients. Veiller à leur fertilité revient à garantir la pérennité et la durabilité de notre système agricole et défendre notre souveraineté alimentaire. Des sols en bonne santé jouent également un rôle clé dans le grand cycle de l'eau. Ils assurent le stockage, la circulation et l'infiltration des flux hydriques. Il est donc plus que jamais nécessaire de les protéger alors que la fréquence des événements météorologiques extrêmes risque de s'intensifier. Je pense notamment aux inondations et aux épisodes de sécheresse prolongée. Des sols fonctionnels captent aussi le carbone émis par les activités humaines. Si nous ne garantissons pas leur capacité d'absorption, il nous sera impossible d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Tel est pourtant l'engagement qu'a pris la France. Cette ambition est partagée par tous les groupes politiques au sein de cet hémicycle. Notre dépendance à cette fine et vulnérable couche est donc absolue. Or, qu'observons-nous ? Nos sols doucement se dégradent. L'artificialisation, l'érosion, les pollutions, le tassement, la diminution de leur biodiversité et la teneur en matière organique altèrent un bon fonctionnement. Les scientifiques entendus au cours des auditions sont unanimes. Il faut agir vite si l'on veut protéger efficacement la capacité des sols à remplir durablement leurs fonctions écosystémiques. Certains dommages sont en effet irréversibles. Le sol se régénère à une échelle de temps qui excède celle d'une vie humaine. Pour cette raison, le sol doit être considéré comme une ressource non renouvelable. Notre gestion non durable des sols revient en quelque sorte à scier inconsciemment, mais inexorablement, la branche sur laquelle notre société et notre économie sont assises. À cela, il faut ajouter que la protection des sols bénéficie de fondements juridiques fragiles. Le droit ne vise pas à assurer directement leur préservation, mais les aborde de biais, ou devrais-je dire de haut, comme support du bâti, comme fondement du droit de la propriété, et non comme un milieu qui rend des services écosystémiques à notre société. À l'inverse, le Code de l'environnement comprend des dispositifs juridiques précis et ambitieux pour assurer, certes, et c'est heureux, la qualité de l'air et de l'eau, alors que le sol semble bien être un impensé ou un oublié du droit. Remédier à cette situation est l'objectif affiché de ce texte. Il tend donc à consacrer la qualité des sols au sein du patrimoine commun de la Nation, au même titre que la qualité de l'eau et de l'air. Il envisage également de créer un chapitre dédié à la santé des sols, à l'intérieur du Code de l'environnement. Il serait mentionné l'ensemble des services écosystémiques rendus par les sols, première étape de reconnaissance juridique des fonctionnalités dont nous bénéficions directement. J'insiste sur ce point essentiel. Cette proposition de loi ne s'attache pas à protéger les sols par idéologie ou idéalisme, mais par pragmatisme, ou devrais-je dire par bon sens paysan. Des sols en bonne santé rendent d'inestimables services qui profitent à tous et à chacun, et notamment aux acteurs économiques. Un sujet, enfin, a suscité de riches échanges lors de son examen en commission: l'instauration d'un diagnostic de performance écologique des sols à échéance régulière, tous les 10 à 20 ans selon l'usage. Ces résultats permettraient de mieux connaître les sols et serviraient à orienter une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols, confiée à un haut commissaire. L'auteur du texte vous a d'ailleurs présenté les ajustements qu'elle compte proposer sur ces différents points. Je tiens maintenant à vous présenter le plus précisément la position de notre commission sur ce texte. Le débat qui s'est tenu en commission a montré l'intérêt de tous pour la qualité des sols. La nécessité de mieux protéger les sols est bien comprise par chacun, bien que les enjeux ne soient pas toujours partagés. Ainsi, la commission a considéré que cette proposition de loi posait des difficultés quant à son calendrier d'adoption.
La Commission européenne a pourtant présenté en juin 2023 une proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols qui vise à établir un cadre juridique afin de parvenir à un bon état des sols de l'Union européenne d'ici à 2050. Par conséquent, le risque d'incohérence entre le droit européen en construction et cette proposition de loi, qui ferait figure de pré-transposition, a été souligné. En outre, l'échelle européenne a apparu à la Commission comme la plus adaptée pour reconnaître les services rendus par les sols et assurer leur protection sans créer d'obligations nouvelles auxquelles seuls les acteurs économiques nationaux seraient soumis. Enfin, ce texte a pu apparaître comme mettant en œuvre une contrainte juridique nouvelle, vecteur de complexité supplémentaire, en décalage avec la forte demande sociétale de simplification des normes, en particulier pour les agriculteurs. Je comprends pleinement ces réticences et la prudence chère à notre Haute Assemblée. Une norme doit toujours être strictement nécessaire et proportionnée au motif d'intérêt général qu'elle sert. Des règles trop complexes et difficiles à appliquer pour leurs destinataires sont contre-productives et ne font qu'affaiblir l'autorité de la loi. Je tiens néanmoins à vous exprimer quelques considérations à titre personnel. Je vous le confesse, j'ai été contaminé par l'enthousiasme de Nicole Bonnefoy pour ce texte au cours des 22 auditions que nous avons menées. Les scientifiques nous l'ont démontré de façon probante. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour protéger les sols. La Commission européenne l'a d'ailleurs bien compris. Ne restons pas en retrait sur ce sujet. Abandonner le débat aux institutions européennes reviendrait à se dessaisir de ce sujet primordial. Les gestionnaires forestiers que nous avons rencontrés disent qu'ils plantent pour leurs petits-enfants. Il nous faut légiférer dans le même esprit et dans la lignée du message laissé par Robert Badinter. J'en ai bien conscience. Le contexte ne plaide pas pour la création de nouvelles normes. Le texte qui est examiné aujourd'hui souffre d'imperfections, mais celles-ci ont été détectées au cours des auditions et seront donc amendées à l'aune des échanges avec tous les acteurs rencontrés. Telle est la tâche à laquelle s'est employé l'auteur du texte. J'insiste quant à moi sur le fait que la reconnaissance des services écosystémiques rendus par les sols peut constituer une base législative efficace pour la mise en œuvre d'une politique de paiement pour services environnementaux, susceptible d'améliorer le revenu de certains agriculteurs, ainsi que le fait déjà, par exemple, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale qui m'est cher. Plus largement, je tiens à appeler votre attention sur la multiplication déjà visible des dégâts liés à la mauvaise qualité des sols. Leur incapacité à absorber et stocker l'eau entraîne des inondations et des coulées de boue et renforce leur vulnérabilité aux épisodes de sécheresse. La qualité de l'eau se dégrade, la capacité d'absorption de nos puits de carbone s'altère. Je le répète, sans puits de carbone fonctionnels, atteindre la neutralité carbone exigerait que l'on cesse de consommer toute source d'énergie émettrice de gaz à effet de serre. Face à cette accumulation de conséquences négatives, nous aurons à légiférer dans l'urgence, car nous ne traitons pas le problème à sa racine. Le coût financier et réglementaire de l'inaction est faramineux, et notre devoir serait de le comprendre et de l'anticiper. Vous aurez ainsi compris la position de la Commission et les raisons pour lesquelles elle diverge de la mienne. Pour conclure, je tiens à partager le constat que dressa le président Roosevelt à la suite des épisodes de migration forcée consécutifs aux Dust Bowls, ces tempêtes de poussière qui ont frappé le sud des États-Unis dans les années 30. Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. En France, glissement de terrain, sécheresse, inondations répétitives montrent aussi un nouveau visage de ces sols en souffrance. Il n'est pas encore trop tard pour agir afin de mieux protéger les sols. C'est, j'en suis profondément persuadé, un objectif partagé par chacun ici présent et un devoir vis-à-vis des générations futures. La promotion des sols vivants poursuit ce fil conducteur rattaché au concept de One Health, littéralement une seule santé. Elle apparaît comme une nouvelle brique dans l'indispensable cadre de la protection du vivant. Mes chers collègues, je suis devant vous ce matin comme sénateur bien sûr, mais également comme agriculteur qui a 39 moissons au compteur en grande culture, d'abord en conventionnel et depuis 7 ans en grande culture bio avec un partenariat avec un éleveur voisin. C'est à ce titre que je veux affirmer tout l'intérêt de ce texte. Comme de nombreux jeunes ruraux, je dois beaucoup à l'enseignement agricole, du bac agronomique à mon BTS agricole ensuite.
Si la phytotechnie était au cœur de la formation, il faut bien dire que l'approche pédologique était cependant limitée à l'époque. Quasiment rien n'était enseigné sur les micro-organismes et la faune du sol. Aujourd'hui, l'enseignement s'est adapté à cette question du sol vivant, heureusement. Depuis 1984, je m'occupe de la ferme familiale, une belle ferme située entre Nancy et Metz, sur le plateau de Haye. Une ferme rare, champêtre, en un seul tenant de 149 hectares de terre superficielle, assez homogène et peu productive. On les appelle des argilo-calcaires superficiels. Elles sont très sensibles au sec, mais se travaillent très facilement. La variabilité des rendements y est élevée dans une même parcelle. En effet, chez moi, sur un haut de côte, un blé conventionnel peut ne produire que 3 tonnes à l'hectare, là où dans le fond d'un petit vallon, on approche et même dépasse les 10 tonnes, c'est-à-dire un facteur de variation de 1 à 3, voire 4. Tous les paysans connaissent et appréhendent cette donnée de la qualité des sols et son caractère déterminant pour en fixer le prix. Une donnée que l'urbanisme moderne ne reconnaît pas en dehors des procédures de remembrement. Et nous, paysans, sommes les premiers à devoir défendre cet épiderme du vivant qui est au fondement de tout. Cependant, je veux ici interroger le fameux bon sens paysan. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas ou très peu de produits chimiques. Le désherbage des mauvaises herbes passait par l'agronomie, par les rotations, c'est-à-dire les successions de cultures, et le travail du sol, par l'herbicide qu'est la charrue qui retourne la terre. Avec la mécanisation croissante, il était de plus en plus facile de labourer en profondeur, et cela a été une tendance forte. D'ailleurs, à écouter l'excellent agroécologue Lionel Ranjard, que notre commission et notre rapporteur a auditionné, cette aventure moderne a été néfaste et nuisible pour les sols aux dépens du bon sens. En réaction, se développe depuis quelques décennies une agriculture de conservation des sols, dont le but est justement de ne plus les déranger en profondeur. Il tente ainsi de se rapprocher du fonctionnement naturel d'un sol et de ne plus diluer la matière organique située dans l'horizon superficiel. Cette agriculture de conservation n'est cependant permise que par le recours à des herbicides très efficaces, tels le fameux glyphosate. Et si cette technique, s'agissant de la captation du carbone et du fonctionnement des sols, améliore grandement certains paramètres, l'utilisation de phytosanitaires vient en dégrader d'autres de manière colossale. C'est le cas des insecticides qui pénalisent la faune du sol ou des fongicides qui peuvent attenter à une partie de sa vie microbienne. Mes chers collègues, l'agriculteur bio que je suis devenu a redécouvert l'agronomie et l'amour de son métier du fait de la conversion de son exploitation. Et j'ai également découvert les expérimentations de l'agriculture biologique de conservation des sols. Elle vise également à peu travailler le sol, sans herbicides ni aucun produit chimique. Pour ce modèle et pour l'agriculture de conservation des sols, il faut donner davantage de régularité et de succès. Il faut donc donner des moyens à la recherche et aux agriculteurs pour verdir leurs pratiques. Vous comprenez également que mon argumentaire n'est pas dogmatique sur le bio et que je soutiens les différentes agricultures dans leur diversité dès lors qu'elles sont écologiquement intensives. Par cette démonstration, j'ai essayé de vous prouver qu'au groupe socialiste, nous avons un sens des réalités, un sens du concret et du bon sens. Nos propositions ne sont ni caricaturales ni à contresens. Aucun groupe dans notre hémicycle ne peut revendiquer avoir le monopole des réponses à la crise actuelle, ni même le monopole du cœur paysan. Non, l'agronome de terrain que je suis peut vous assurer que cette PPL est une brique essentielle dont les agriculteurs seront les premiers bénéficiaires grâce aux outils souples et tout aussi essentiels qu'elle crée. Chers collègues, je compte sur votre clairvoyance pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie comme il se doit. L'examen de cette loi a lieu en pleine crise agricole où certaines propositions démagogiques en défaveur de l'environnement ont été faites. Certains marchent sur la tête en ne voulant pas répondre à la priorité environnementale. Avec cette proposition de loi, enrichie des quelques amendements que nous vous présentons, nous avons de quoi conforter la bonne santé de nos sols et un avenir aux vivants, monsieur le ministre appréciera. D'ailleurs, je conclurai par cette très belle phrase de Robert Badinter également. Le Sénat doit être le phare qui éclaire les voies de l'avenir et non le miroir qui reflète les passions de l'opinion publique. Nous pouvons être précurseurs. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, comme on dit chez moi.